c'est très bien. C'est l'idéal. J'ai bientôt 60 ans. Et bon, quand on cherche mon nom sur Internet, on trouve une notice qui renvoie au théâtre. De ce qu'on lit, quand on la lit, enfin, si jamais on la lit, il est facile de déduire qu'au cours des 40 dernières années, j'ai passé pas mal de temps enfermé dans des salles de répétition. Le plus souvent, ce sont des salles noires. Et parfois, quand je sors du théâtre à la fin de la journée, je me retrouve dans la rue à cligner des yeux, tout étonné de découvrir que c'est l'été et qu'il fait encore jour et que les gens sont en terrasse. Parfois, il s'est mis à pleuvoir et je ne m'en rends compte que lorsque tout est trempé, à la pause clope entre deux scènes. Oui, quand j'ai commencé, on pouvait encore fumer dans la salle. De spectacle en spectacle, ça fait une quantité somme toute réduite, mais cependant innombrable de jours et de cigarettes. Tout ça pour donner chair à des mots écrits par des gens souvent morts depuis longtemps. Tout ça pour raconter encore et encore les 7 ou 8 bonnes histoires qu'éternellement l'humanité se transmet avec leurs variantes infinies. Pour essayer en tout cas. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Je passe de la rue à la salle de répétition, je travaille avec les acteurs et l'équipe, je cherche. Et j'ai l'impression que quelque chose manque. Je dis souvent que les pièces que je monte sont celles que je ne comprends pas. Pas complètement, pas tout de suite. J'ai décidé de travailler sur cette pièce avec des jeunes gens d'une autre génération que la mienne, pour la même raison. Je ne les comprends pas totalement. C'est le mystère qui m'a toujours poussé à plonger dans le noir pour traquer dans les mots d'un auteur et le corps des acteurs ce qui m'échappe et que je sais pourtant plus vrai que ce qui se donne pour réel. J'ai besoin de la fiction pour augmenter la réalité. Mais voilà. Aujourd'hui, la réalité me rattrape et me bouscule. Je me sens aspiré par un réel au moins aussi troublant que les histoires que j'essaie de raconter. D'un jour à l'autre, j'ai l'impression de vivre la fin d'un monde ou bien le début d'un autre. Autour de la salle obscure, il y a cette époque inquiétante, passionnante et nerveuse. Et je vois que les jeunes avec qui je travaille sur ce spectacle sont traversés par ce monde-là. Alors, je doute. Je ne veux pas m'appuyer sur l'argument commode qui prétend que les pièces classiques sont une éternelle modernité. Non, Marivaux n'est pas moderne. Je ne peux pas me contenter de monter cette pièce comme je l'aurais fait il y a 10 ans, pas avec ces jeunes gens. Pour la première fois, j'ai l'intuition qu'il faut prendre le risque d'ajouter quelque chose, qu'il faut nous aventurer à témoigner de ce que provoque en nous la traversée de cette fiction d'un autre temps. Parler en écho, en rebond, eux et moi, avec toute notre incertitude, mais avec nos propres voix, comme je suis en train d'essayer de le faire là, et c'est la première fois. Parler avec nos mots, en assumant la fragilité. Prendre acte des différences évidentes entre nous, des écarts insoupçonnables, mais également de tout ce qui nous relie et qui nous rattache aussi à cette histoire. Le désir de changer, le pouvoir, l'indocilité, la vengeance ou le pardon, la douceur persistante, la conscience intranquille, l'injustice de la domination et les solutions étonnantes que les gens trouvent toujours à lui opposer, des bricolages parfois héroïques pour préserver ce qu'ils peuvent, pour rire, pour de rire, pour simplement continuer à rire et à se supporter les uns les autres, pour se maintenir en forme, résister, pour continuer à se raconter des histoires, essayer en tout cas. C'est l'histoire
de quelqu'un qui renonce à être sûr, de quelqu'un qui renonce à devenir un maître. Harlequin! Mon patron? Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques, et puis morts de faim. Voilà mon sentiment et notre histoire. Nous sommes seuls échappés du naufrage. Tous nos camarades ont péri. Et j'envie maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer et nous avons à présent la même commodité. Dis-moi, quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée. Je ne sais ce qu'elle est devenue. Mais peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île. Et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons? Il n'y a pas de mal à cela. Mais reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille. La voilà. J'en boirai les 2 tiers, comme de raison, et puis je vous donnerai le reste. Hé! Ne perdons point de temps. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans l'île des esclaves. Oh, qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. Tiens, voici sans doute quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Harlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, ou de les jeter dans l'esclavage. Et chaque pays a sa coutume. Il tue les maîtres, à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais on dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. Cela est vrai. Et encore vit-on. Mais je suis en danger de perdre la liberté. Et
peut-être la vie. Arlequin, cela ne te suffit-il pas pour me plaindre? Oh, je vous plains de tout mon cœur, cela est juste. Suis-moi donc. Comment donc? La 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 la. Que veux-tu dire? La 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 la. Parle donc! As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? Monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi, je ne saurais m'empêcher d'en rire. Le coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Arlequin, ta gaieté ne vient pas à propos. Marchons de ce côté. Oh, j'ai les jambes si engourdies. Avançons! Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Comme vous êtes civil et poli. C'est l'air du pays qui fait cela. Allons, hâtons-nous. Faisons seulement une demi-lieue sur la côte pour rechercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et en ce cas-là, nous nous remarquerons avec eux. Badin, comme vous tournez cela. L'embarquement est divin. Quand on vogue, vogue, vogue. L'embarquement est divin. Quand on vogue avec Catin. Je ne te comprends point, mon cher Arlequin. Mon cher patron, vos compliments me charment. Vous avez coutume de m'en faire à coups de gourdins qui ne valent pas cela. Et le gourdin est dans la chaloupe. Ne sais-tu pas que je t'aime? Oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et cela est mal placé. Ainsi, tenez, pour ce qui est de nos gens, que le ciel les bénisse, s'ils sont morts, en voilà pour longtemps. Et s'ils sont en vie, cela se passera et je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux, moi! Oh, cela se peut bien, chacun a ses affaires. Que je ne vous dérange pas. Esclave insolent! Vous parlez la langue d'Athènes, mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? Je l'ai été, je le confesse à ta honte, mais va, je te le pardonne. Les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour. On te dira aussi que cela est juste. Et nous verrons bien ce que tu penseras de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment? Je t'attends là. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Et tu sauras mieux ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout en irait mieux dans le monde si ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami. Je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Juste ciel, peut-on être plus malheureux et plus outragé que je le suis? Misérable! Tu ne mérites pas de vivre! Doucement, tes forces sont bien diminuées, car je ne t'obéis plus. Prends cigare. Que voulez-vous faire? Punir l'insolence de mon esclave! Votre esclave. Vous vous trompez. Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade. Elle est à vous. Que le ciel vous tienne gaillard, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous demandez? Oui, vraiment. Je n'en ai point, mon camarade.
Quoi donc? Vous n'en avez pas? Non, mon camarade. Je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Il m'appelle quelquefois Harlequin, quelquefois Le terme est sans façon. Je reconnais ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh, diantre, il s'appelle par un nom, lui. C'est le seigneur Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez le seigneur Iphicrate à votre tour. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Harlequin ou bien Que nous allons rire, seigneur Souvenez-vous, en prenant son nom, mon cher ami, qu'on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oui, corrigeons. Marot! Pareil donc, mon bon ami. Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu? Dans ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Harlequin, votre aventure vous afflige, et vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous. Ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable. Tout vous est permis à présent. Mais, ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Harlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il était auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Ah, la belle charge! Moi, l'esclave de ce misérable! Il a bien été le vôtre. Hélas, il n'a qu'à être bien obéissant et j'aurais mille bontés pour lui. Vous me donnez la liberté de lui dire ce qui me plaira. Ce n'est pas assez qu'on m'accorde encore un bâton. Camarade! Il demande encore à parler à mon dos! Mais je le mets sous la protection de la République, au moins! Ne craignez rien. Monsieur, je suis esclave aussi, moi, et du même vaisseau. Ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Non, ma belle enfant. J'ai bien connu votre condition à votre habit. Et j'allais vous parler de ce qui vous regarde quand je l'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que j'avais à dire. Harlequin. Tiens. À propos, je m'appelle Iphicrate. Tâchez de vous calmer. Harlequin, vous savez qui nous sommes, sans doute. Oh, morbleu aimable Jean! Et raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment de rendre la liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus vos vies que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que, nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, ou plutôt votre cours d'humanité, dure 3 ans. 3 ans! Au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si vous ne devenez pas meilleur, nous vous retenons par charité pour les nouveaux malheureux que vous iriez faire encore ailleurs. Et par bonté pour vous, nous vous marions avec une de nos citoyennes. Ce sont là nos lois à cet égard. Mettez à profit leur rigueur salutaire. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet en nos mains. Dur, injuste et superbe. Vous voilà en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre sains, c'est-à-dire humains.
raisonnable et généreux pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation, ni saignée. Peut-on de la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux, vous le tenteriez sans succès et vous feriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Quant à vous, mes enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera cette case avec le nouvel arlequin, et cette belle fille demeurera dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'habit ensemble, c'est l'ordre. Allez, je vous attends ici. Et vous autres, restez. Ah, ça, ma compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantis et elle, Euphrosine. Cléantis. Passe pour cela. J'ai aussi des surnoms. Vous plaît-il de les savoir? Ouida, et quels sont-ils? Oh, j'en ai une liste. Sotte, ridicule, bête, butorde, imbécile, etc. Impertinente que vous êtes! Tenez, en voilà encore un que j'oubliais. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on en peut dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde dans l'étrange aventure où je me trouve? Oh, dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois, il n'y avait rien de si commode, on n'avait affaire qu'à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonies? Faites cela, je le veux. Taisez-vous, sotte, et voilà qui était fini. Mais à présent, il faut parler raison. C'est un langage étranger pour madame, elle l'apprendra avec le temps, il faut se donner patience. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir. Je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle a mangé. Mais comme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez dû céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donnés chez vous contre les esclaves, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Oh, tenez. Oh, tout cela est trop savant pour moi, je n'y comprends rien. Oh, j'irai le grand chemin, je pèserai comme elle pesait. Ce qui viendra, nous le prendrons. Doucement, point de vengeance. Mais notre bonne amie, au bout du compte, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut d'être faible. Je lui en offre autant, je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse toutes ces mauvaises manières à mon égard, il faudra donc qu'elle excuse aussi la rancune que j'en ai contre elle. Car je suis femme autant qu'elle, moi. Voyons, qui est-ce qui décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Eh bien, qu'elle commence toujours par excuser ma rancune, et puis moi, je lui pardonnerai quand je pourrai ce qu'elle m'a fait, qu'elle attend. Quel discours! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Souffrez, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Allons, Euphrosine, modérez-vous. Mais que voulez-vous que je vous dise? Quand on a de la colère, il n'y a rien de tel pour la passer que de la contenter un peu. Voyez-vous, quand je l'aurai querellée à mon aise une douzaine de fois seulement, elle en sera quitte, mais il me faut cela. Il faut que ceci ait son cours. Mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment. Et je vous y exhorte en ami.
Venons maintenant à l'examen de son caractère. Il est nécessaire que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne qu'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous le voyez. Allons, commençons. Oh, que cela est bien inventé. Allons, me voilà prête. Interrogez-moi, je suis dans mon Je fort. vous prie, monsieur, que je me retire et que je n'entends point ce qu'elle va dire. Hélas, ma chère dame, cela n'est fait que pour vous. Il faut que vous soyez présente. Restez, restez. Un peu de honte est bientôt passé. Vaine, minaudière et coquette. Voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger. Au hasard. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette. Si cela la regarde. Mais voilà, ma chère maîtresse. Cela lui ressemble comme son visage. Non, voilà, dites pas assez, monsieur. Ah, je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez, c'est bon signe, et j'en augure bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que les grands traits. Détaillons un peu cela. En quoi donc, par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout? À toute heure, en tout lieu. Ah, je vous ai dit de m'interroger, mais par où commencer, je n'en sais rien, je m'y perds. Il y a tant de choses, j'en ai tant vu, tant remarqué de toutes les espèces, que cela me brouille. Madame se tait, madame parle, elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, tristesse et joie, c'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée, c'est coquetterie babillarde, jalouse ou curieuse, c'est madame, toujours vaine ou coquette, l'un après l'autre ou tous les deux à la fois. Voilà ce que c'est. Voilà par où je débute, rien que cela. Je m'y saurais tenir. Attendez donc, ce n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite! Sur les armes! La journée sera glorieuse! Qu'on m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux promenades, aux assemblées. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il n'y a qu'à le promener hardiment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Madame, au contraire, a-t-elle mal reposé? Comme à moi. Comme voilà faite, que je suis mal bâtie. Cependant, on se mire. On éprouve son visage de toutes les façons. Rien ne réussit. Des yeux battus, un teint fatigué. Voilà qui est fini. Madame ne verra personne aujourd'hui. Pas même le jour. Enfin, si elle peut. Du moins, fera-t-il sombre dans la chambre. Courage, madame. Profitez de cette peinture-là, car elle me paraît fidèle. Je ne sais où j'en suis. Vous en êtes aux 2 tiers. Et j'achèverai. Pourvu que cela ne vous ennuie pas. Achevez, achevez. Madame soutiendra bien le reste. Vous souvenez-vous d'un soir où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? J'étais dans la chambre. Vous vous entreteniez bas, mais j'ai l'oreille fine. Vous vouliez lui plaire sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une femme qu'il voyait souvent. Cette femme-là est aimable, disiez-vous. Elle a les yeux petits, mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez les vôtres. Vous vous donniez des tons, des gestes de tête, de petites contorsions, des vivacités. Ah, je riais. Vous réussissez pourtant. Le cavalier si pris vous offrit son cœur. À moi, lui dites-vous?
Mais oui, madame, à vous-même, à tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Oh, continuez, folâtre, continuez, lui dites-vous, en ôtant vos gants sous prétexte de m'en demander d'autres. Mais vous avez la main belle. Il la vit, il l'a pris, il la baisa. Cela anima sa déclaration et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, suis-je? En vérité, elle a raison. Oh, écoutez, écoutez, voici le plus plaisant. Un jour qu'elle pouvait m'entendre et qu'elle croyait que je ne m'en doutais pas, je parlais d'elle et je dis oh, pour cela, il faut l'avouer, madame est une des plus belles femmes du monde. Que de bonté pendant 8 jours. Ce petit mot-là ne me valut-il pas? Alors j'essayais en pareille occasion de dire que madame était une femme très raisonnable. Je n'eus rien. Cela ne prit point, et c'était bien fait car je la flattais. Monsieur, je ne resterai point, ou l'on me fera rester par force, je ne puis en souffrir davantage. En voilà donc assez pour à présent. Euphrosine, promenez-vous un moment à quelques pas de nous parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Je sors. Et tantôt nous reprendrons le discours qui sera fort divertissant. Car vous verrez aussi comme quoi madame entre dans une loge au spectacle avec une emphase, avec un air imposant, quoique d'un air distrait et sans y penser, car c'est la belle éducation qui donne cet orgueil-là. Vous verrez comme dans la loge, on y jette un regard indifférent et dédaigneux sur des femmes qui sont à côté et qu'on ne connaît pas. Bonjour. Bonjour notre bonne amie, je vais dans notre auberge. Cette celle-ci vous a un peu fatigué. Mais cela ne vous nuira pas. Vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste encore à satisfaire à une petite formalité. Encore des formalités. Celle-ci est moins que rien. Je dois faire rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Convenez-vous de tous les sentiments coquets, de toutes les singeries d'amour-propre qu'elle vient de vous attribuer? Moi, j'en conviendrai. Quoi? De pareilles faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyable. Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que vous étant reconnu, vous abjurerez un jour toutes ces folies qui font qu'on n'aime que soi et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'attentions plus louables. Si au contraire vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible, et cela reculera votre délivrance. Voyez, consultez-vous. Ma délivrance? Eh, puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis aux conditions que je vous dis. Bientôt? Sans doute. Monsieur, faites donc comme si j'étais convenu de tout. Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles humilient un peu, mais cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté très prochaine est le prix de la vérité. Allons, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'elle a fait? Mais Quoi? il y a du vrai par-ci par-là. Par-ci par-là n'est point votre compte. Avouez-vous tous les faits. En a-t-elle trop dit? N'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Et oui, madame, et le tout pour votre bien. Eh bien, Après,
Je suis jeune. Je ne vous demande pas votre âge. On est d'un certain rang. On aime à plaire. Et c'est ce qui fait que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Et voilà ce qu'il nous fallait. Vous trouvez le portrait aussi un peu risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. À merveille. Je suis content, ma chère dame. Allez rejoindre Cléantis. Je lui rends son véritable nom pour vous donner encore des gages de ma parole. Ne vous impatientez point. Montrez un peu de docilité, et le moment espéré arrivera. Je m'en fie à vous. Le vin de la République est merveilleux. J'en ai bu bravement ma pinte, car je suis si altéré depuis que je suis maître, que tantôt j'aurai encore soif pour pinte. Que le ciel conserve la vigne, le vigneron, la vendange et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Êtes-vous content d'Arlequin? Oui, c'est un bon enfant. J'en ferai quelque chose. Bon, il soupire un peu parfois et je lui ai défendu cela sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Vous me réjouissez moi-même? Oh, quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis charmé de vous voir satisfait d'Arlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Oh, là-bas, je lui voulais souvent un mal de diable, car il était quelquefois insupportable. Mais à cette heure que je suis heureux, tout est payé, je lui ai donné quittance. Je vous aime de ce caractère, et vous me touchez. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et que vous ne lui ferez point de peine. De la peine? Oh, le pauvre homme. Peut-être que je serai un petit brin insolent à cause que je suis le maître, voilà tout. À cause que je suis le maître. Vous avez raison. Oui, car quand on est le maître, on y va tout rondement, sans façon, et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. Oh, n'importe. Je vois bien que vous n'êtes point méchant. Oh, hélas, je ne suis que mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il là-bas? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Mon camarade, vous avez de la malice, vous demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien plaisant. À ma foi, c'est une farce. N'importe. Nous en rirons. Ah, regarde, me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de me désespérer? Que vas-tu lui dire? Laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue sur le chapitre de sa maîtresse. Eh bien, tout ce qu'elle vous a dit, c'était des folies qui faisaient pitié, des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre jeune garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère. Voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler?
étourdi par nature, étourdi par singerie. Parce que les femmes les aiment comme cela, un disciple tout. Vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur. Honteux d'être sage, glorieux d'être fou. Un petit brin moqueur des bonnes gens. Un petit brin hâbleur avec tout plein de maîtresses qu'il ne connaît pas. Voilà mon âme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, je n'en ferai rien, mon ami. Ne crains rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez maintenant plus qu'à certifier pour véritable ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même. La dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Du plus grand bien? Si cela est, il y a là quelque chose qui pourrait assez me convenir d'une certaine façon. Prends tout, c'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Voulez-vous que je m'avoue un ridicule? Qu'importe quand on l'a été. N'avez-vous que cela à me dire? Va donc pour la moitié, pour me tirer d'affaire. Pas du tout. Vous avez fort bien fait, vous n'y perdrez rien. Adieu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Seigneur Epicrate, peut-on vous demander de quoi vous riez? Je ris de mon arlequin qui a confessé qu'il était un ridicule. Cela me surprend car il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante. Oh, malpeste! Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Mais parlons d'autre chose, ma belle damoiselle. Que ferons-nous à cette heure à présent que nous sommes gaillards? Eh, mais la belle conversation. Je crains que cela ne vous fasse bailler, j'en baille déjà. Si je devenais amoureux de vous, cela amuserait davantage. Eh bien, faites, soupirez pour moi, poursuivez mon cœur, prenez-le si vous pouvez, je ne vous en empêche pas. C'est à vous à faire vos diligences. Me voilà, je vous attends. Mais traitons l'amour à la grande manière, puisque nous sommes devenus maîtres, allons-y poliment et comme le grand monde. Oui, Da, nous n'en irons que meilleur train. Je suis d'avis d'une chose, que nous disions qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air assis et pour écouter les discours galants que vous m'allez tenir. Il faut bien jouir de notre état, en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin, vite, des sièges pour moi et des fauteuils pour madame. Peux-tu m'employer à cela? La République le veut. Tenez, tenez. Hey. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez adroitement tomber l'entretien sur le penchant que mes yeux vous ont inspiré pour moi. Car encore une fois, nous sommes d'honnêtes gens à cette heure. Il faut songer à cela. Il n'est plus question de familiarité domestique. Allons, procédons noblement. N'épargnez ni compliments ni révérences. Et vous n'épargnez point les mines. Courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Garderons-nous nos gens? Sans difficulté,
C'est notre suite qu'il s'éloigne, seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour. Il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame. Comment? Vous lui ressemblez? Oh, pas le semble. Le moyen de n'être pas tendre quand on se trouve tête à tête avec vos grâces. Vous défigurez notre conversation? Oh, ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Mais rayez ces applaudissements, ils nous dérangent. Je savais bien que les grâces entreraient pour quelque chose ici. Monsieur, vous êtes galant. Vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs. Mais finissons. En voilà assez, je vous dispense des compliments. Oh, et moi je vous remercie de vos dispenses. Vous m'allez dire que vous m'aimez? Ah, je vois bien. Mais dites, monsieur, dites. Heureusement, on n'en croit à rien. Vous êtes aimable, mais coquet, vous ne persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes feux? Oh mais tout ceci devient sérieux. Oh mais laissez-moi, je veux point d'affaires. Oh, levez-vous. Oh, quelle vivacité. Oh, faut-il vous dire qu'on vous aime? Ne peut-on en être quitte à moi? Cela est étrange. Oh, que cela va bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Oh, vous riez, vous gâtez tout. Oh, par ma foi, vous êtes bien aimable, et moi aussi. Mais savez-vous bien ce que je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas. Sinon, par coquetterie, comme le grand monde. Pas encore, mais il ne s'en fallait plus que d'un mot quand vous m'avez interrompu. Et vous, m'aimez-vous? J'y allais aussi quand il m'est venu une pensée. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré. Mais que dites-vous de ma suivante? Qu'elle est friponne. J'entrevois votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureuse d'Arlequin et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. Oh, cette imagination-là mérite assez. Il ne saurait mieux faire que de nous aimer dans le fond. Ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable et nous sommes d'excellents partis pour eux. Soit. Inspirez Arlequin de s'attacher à moi. Faites-lui sentir l'avantage qu'il y trouvera dans la situation où il est. Qu'il m'épouse. Il sortira tout d'un coup d'esclavage. Ah, cela est bien aisé au bout du compte. Je n'étais ces jours passés qu'une esclave, mais enfin, me voilà dame et maîtresse d'aussi bon jeu qu'une autre. Oui. Alors, je la suis par hasard, mais n'est-ce pas le hasard qui fait tout? Qu'y a-t-il à dire à cela? Oh, j'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Pardi, je vous prendrais bien, moi, si je n'aimais pas votre suivante, un petit brin plus que vous. Mais conseillez-lui aussi de l'amour pour ma petite personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Oh, vous allez être content, je vais appeler Cléantis. Je n'ai qu'un mot à lui dire. Mais éloignez-vous un instant et revenez. Vous parlerez ensuite à Arlequin pour moi, car il faut qu'il commence. Mon sexe, la bienséance et ma dignité le veulent. Oh, ils le veulent, si vous voulez, car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques petits mots bien tendres à l'occasion, à cause que vous êtes plus que lui, c'est l'ordre.
C'est assez bien raisonné. Effectivement, dans le cas où je suis, il pourrait y avoir de la petitesse à m'assujettir à de certaines formalités qui ne me regardent plus. Je comprends cela à merveille. Mais parlez-lui toujours. Je vais dire un mot à Cléantis. Tirez-vous à quartier pour un moment. Vantez mon mérite, prêtez-moi un peu à charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantis? Approchez. Et accoutumez-vous à aller plus vite car je ne saurais attendre. De quoi s'agit-il? Venez ça. Écoutez-moi. Un honnête homme vient de me témoigner qu'il vous aime. C'est Iphicrate. Lequel? Quel? Et y en a-t-il deux ici? C'est celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot d'amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, cet amour. Vous n'avez jusqu'ici regardé les gens que pour leur en donner. Vos beaux yeux n'ont fait que cela. Dédaigne-t-il la conquête du Seigneur Iphicrate? Il ne vous fera pas de révérence penchée. Vous ne lui trouverez point de contenance ridicule, d'air évaporé. Ce n'est point une tête légère, un petit badin, un joli volage, un aimable indiscret. Ce n'est point tout cela. Ces grâces-là lui manquent à la vérité. Ce n'est qu'un homme franc, qu'un homme simple dans ses manières, qui n'a pas l'esprit de se donner des airs, qui vous dira qu'il vous aime seulement parce que cela sera vrai. Enfin, ce n'est qu'un bon cœur, voilà tout. Et cela est fâcheux, cela ne pique point. Mais vous avez l'esprit raisonnable. Je vous destine à lui. Il fera votre fortune ici et vous aurez la bonté d'estimer son amour et vous y serez sensible. Entendez-vous? Vous vous conformerez à mes intentions, je l'espère. Imaginez vous-même que je le veux. Où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Laissez-moi, je vous prie. Et là, regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Et pensez ce qu'il vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non! Parce que je n'ai encore rien dit. Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme, rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état! Vous me trouvez un peu nigaud, n'est-il pas vrai?
Mais cela se passera. C'est que je vous aime, et que je ne sais comment vous le dire. Vous, Pardi oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Vous êtes si belle qu'il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici le comble de mon infortune. Quelle main ravissante. Oh, les jolis petits doigts. Qu'est-ce que je serais heureux avec cela. Mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis bien tendre, mais vous ne voyez rien. Si vous aviez la charité d'être tendre vous aussi, je deviendrais fou tout à fait. Tu ne l'es déjà que trop. Mais je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. Bon, à qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas, ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien qu'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'en dites-vous? Harlequin, il me semble que tu n'as point le cœur mauvais. Hélas, il ne s'occupe plus de cette patte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Je me mettrai à genoux devant lui. Ne persécute point une infortunée parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t'attendrissent. Tu peux, ici, m'outrager autant que tu le voudras, je suis sans asile et sans défense. Je n'ai que mon désespoir pour tout secours. J'ai besoin de la compassion de tout le monde, de la tienne même, Harlequin, voilà l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas assez misérable? Tu es devenu libre et heureux, cela doit-il te rendre méchant? Je n'ai pas la force de t'en dire davantage. Je ne t'ai jamais fait de mal. N'ajoute rien à celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Cléantis m'a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? As-tu encore quelques nouvelles insultes à me faire? Autre personnage qui va me demander encore ma compassion. Je n'ai rien à te dire, mon ami. Sinon que je voulais te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine. Voilà tout. À qui diantre en as-tu? Peux-tu me le demander, Harlequin? Elle est partie, oui, je le peux, puisque je le fais. On m'avait promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on me trompe. Et c'en est fait. Je succombe. Je me meurs, Harlequin. Et tu perdras bientôt ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffertes de toi. Oh, il ne nous manquait plus que cela, et nos amours auront bonne mine. Écoute, je te défends de mourir par malice. Par maladie, passe, je te le permets. Les dieux te puniront, Harlequin. Et de quoi veux-tu qu'ils me punissent? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de tes mépris envers ton maître. Rien ne m'a été si sensible. Je l'avoue. Tu es né. Tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien y est encore. Il t'avait recommandé ton devoir en partant. Moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans mon voyage. Je croyais que tu m'aimais, et cela m'attachait à toi. Hey, qui est-ce qui te dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes? Et tu me fais mille injures? Mais parce que je me moque un petit brin de toi, cela empêche-t-il que je ne t'aime?
mais toi, quand tu me faisais battre, est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que les moqueries? Je conviens que j'ai pu quelquefois te maltraiter sans trop de sujets. C'est la vérité. Mais par combien de bonté n'ai-je pas réparé cela? Cela n'est pas de ma connaissance. D'ailleurs, ne fallait-il pas te corriger de tes défauts? J'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes plus grands défauts, c'était ta mauvaise humeur, ton autorité et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Va! Tu n'es qu'un ingrat! Au lieu de me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les eût touchés, qui les eût engagés peut-être à renoncer à leurs coutumes, ou à m'en affranchir, et qui m'eût pénétré moi-même de la plus vive reconnaissance. Tu as raison, mon ami. Tu me remontres bien mon devoir ici pour toi. Mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction, et jamais tu n'as partagé la mienne. Eh bien, va! Je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre et que je sais ce que c'est que de la peine. Tu m'as battu par amitié? Puisque tu le dis, je te le pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part et fais-en ton profit. Je parlerai en ta faveur à mes camarades. Je les prierai de te renvoyer. Et s'ils ne le veulent pas, je te garderai comme mon ami, car je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai point le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel, après ce que je viens d'entendre, que j'ai la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d'être ton maître. Ne dites donc point comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre pareil, je n'aurais peut-être pas mieux valu que vous. C'est à moi de vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n'étiez pas raisonnable, c'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Oh, mon pauvre patron, qu'il y a de plaisir à bien faire. Que fais-tu, mon cher ami? Rendez-moi mon habit et reprenez le vôtre. Je ne suis pas digne de le porter. Je ne saurais retenir mes larmes. Fais ce que tu voudras. Laissez-moi, je n'ai que faire de vous entendre gémir. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur Iphicrate, pourquoi avez-vous repris votre habit? C'est que le mien est trop petit pour mon cher ami et que le sien est trop grand pour moi. Expliquez-moi donc ce que je vois. Il semble que vous lui demandiez pardon. Mais c'est pour me châtier de mes insolences. Mais enfin, notre projet... Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises, lui des siennes. Repentez-vous des vôtres. Madame Frosine se repentira aussi, et vive l'honneur après! Cela fera 4 bons repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons! Oh, ma chère Cléantine, quel exemple pour vous! Dites plutôt quel exemple pour nous, madame. Vous m'envoyez pénétrer. Ah, vraiment! Oh, nous y voilà! Avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtement qu'eux. Fille! Que cela est vilain de n'avoir eu pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. Ah, c'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner.
Et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être? S'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Et que faut-il donc? Ah, nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure. Faites-les superbes. Vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. Cela fait qu'ils nous valent bien. Car quand on se repent, on est bon. Et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Approchez, Madame Frosine. Elle vous pardonne. Voilà qu'elle pleure. La rancune s'en va et votre affaire est faite. Il est vrai que je pleure. Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Ma chère Cléantisse, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi. Je l'avoue. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Mais voilà qui est fait. Je veux bien oublier tout. Faites comme vous voudrez. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous, je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, je partirais tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Si vous m'en faites encore, ce ne sera pas ma faute. Oh, la brave fille! Oh, le charitable naturel! Êtes-vous contente, madame? Bien que je t'embrasse, ma chère Cléantisse. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleure qu'elle. La reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés si nous retournons à Athènes. Que vois-je? Vous pleurez, mes enfants? Vous vous embrassez? Oh, vous ne voyez rien. Nous sommes admirables. Nous sommes des rois et des reines. En fin finale, la paix est conclue. La vertu a arrangé tout cela. Il ne nous faut plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, Cléantisse, êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Vous voyez ce qu'il en est. Voilà aussi mon dernier mot, qui vaut bien des paroles. Vous me charmez! Embrassez-moi aussi, mes chers enfants, c'est là ce que j'attendais.
cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendri, je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Que la joie à présent et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis. Et célèbre le jour de votre vie le plus profitable. Voilà. Nous venons de jouer l'île des esclaves dans la version de 1725. À l'époque, la pièce était suivie d'un divertissement chanté et dansé. Nous aussi, on va essayer d'ajouter quelque chose. Des petites choses, des bouts. Des éclats. Des échos à nous. Des rebonds. Des encoches. Toutes les choses qui ont résonné pour nous dans ce qui vient de précéder et qui ne pouvaient pas apparaître dans la pièce. Il s'en dit des choses en 11 scènes. Et en 5 semaines de répétition, il s'en dit aussi beaucoup. Et pas toujours les mêmes. Dans les 11 scènes que vous venez d'entendre, il y a 17 fois les mots « il faut ». On peut entendre 9 fois le mot « bonté ». Esclave 19 fois. Hélas, 7 fois. Colère apparaît une seule fois. Le mot « espoir » n'apparaît pas. De nombreux mots n'étaient pas encore là. D'autres s'y trouvent qui pour nous ont quasiment disparu. Et vous les aviez remarqués, ces grands panneaux noirs au fond? Eux aussi, ils avaient disparu. Ça ne se voyait pas forcément, mais c'était le décor. Bah là au moins ça se voit. À vrai dire, ce ne sont pas des panneaux, ce sont des cabines. Avec miroir sans teint. Nous avons décidé de les enlever 15 jours avant la première. On en a beaucoup discuté. Finalement, on s'est dit, c'est mieux sans. Pour l'île. Sur l'île. Quand j'étais petit, je croyais que les îles flottaient. Qu'est-ce qui suffit? De quoi j'ai besoin? Que puis-je ajouter? Je ne suis pas d'accord. Je n'en pense rien. Nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant. Voici nos rebonds. Juste quelques bribes. Prière d'insérer.
Aujourd'hui, je jouerai pas de batterie. Charlotte, aujourd'hui, je jouerai pas de batterie. Je suis pessimiste. Enfin, je suis rationnel, donc... J'ai pas une énorme réserve d'espoir qui... Je suis pas triste pour autant, je suis même plutôt d'un naturel. Mais je suis logique, donc... Rien ne me prédestinait à être percuté par l'île des esclaves et son côté... Pourtant, c'est une pièce qui m'a... Je veux vous parler d'un moment en particulier. À la fin de la pièce, Arlequin, donc Thomas, Arlequin décide de... vous voyez de quel moment je veux parler ou... Il pardonne. S'il pardonne, c'est parce que ce moment-là en particulier malgré tout ce moment-là en particulier, ce truc incompréhensible, ça me touche. Oui. Merci. Ça me touche. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est pas quelque chose qui... Pour moi, c'est inexplicable, cet acte d'Arlequin, pourtant... Comme dit Arlequin à la scène 8, j'ai perdu la parole. Bon. Lambda égale C sur F. Ça, je peux en parler. Ça, c'est concret. C'est la formule de propagation du son dans l'air. Lambda, longueur d'onde, C, célérité, F, fréquence. Voilà. Pour moi, il n'y a rien de plus concret qu'une loi physique. Et le concret, ça m'apaise. Ça... Passé par là, oui, mais pas Freud, ni Einstein, ni Bohr, ni Planck. Je ne connais pas l'esprit, je ne sais même pas l'état d'hypothèse. Freud disait, le pari de la science moderne, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. C'est ça la décision d'Arlequin. Comment Marivaux a pu écrire un acte aussi lumineux, un acte aussi absurde et pourtant aussi évident, ça me... Arlequin restera pour moi un mystère absolu. J'aimerais réussir à l'expliquer, et tous les jours je finis par rejouer de la batterie. Mais pas demain. Pas demain.
Je cherche l'ivresse féroce pour m'arracher de ta brutalité. Quand tu essayes d'éteindre mon feu polisson, ma petite moulinette à vapeur, quand tu essayes d'éteindre ce qui me fait danser et respirer, mon cœur. Manque, excès, état convulsif, os qui claque, peau qui déborde et s'agite, alarme abdominale insatiable quand on me frotte et m'irrite le cœur. Mon cœur est écorché contre la moquette, mon cœur à moi. Rivelain, si tu m'entends, tu me ratisses le cœur quand tu dis que mon sexe est naturellement faible, quand tu dis que la femme est naturellement faible. Non, 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 mon sexe a de la puissance. Mon sexe gobe, déchire, met en pièces. Mon sexe est une bouche, une vampe. Mon sexe broie comme du papier mâché. Mon sexe a de la puissance. Mon sexe est un tiroir à trésors, une maison chaude et accueillante où la cheminée fume été hiver. Une maison où tu peux te réfugier la nuit quand tu as peur. Mon sexe est chaud. Oui, mon cœur est chaud. Et toi, tu prostitues ce cœur chaud arlequin quand tu pardonnes. Et toi, tu vends mon cœur au rabais, Cléantis, quand tu pardonnes aussi. Marivaux, prends garde à ce cœur, car mon cœur est cristal coton. J'ai le cœur doux et chétif, cœur plage, cœur sable fin, cocotier, cœur marbre chaud, pierre tranquille, caillou posé au bord d'une rivière lente et précise. Un cœur né et articulé pour être chiffonné en poupée. Enfin, ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Scène 10. Déjà petite, mon cœur était... Voici mon cœur. Voici mon cœur. Je vous l'offre ce soir sur un plateau d'argent. Voici mon cœur ici et là. Voyez mon cœur amoureux, libéré, lambinant. Voyez mon cœur comme il s'étend. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce.
Bonsoir. Je m'appelle Thomas. Je viens de jouer le personnage d'Arlequin. Arlequin, c'est quelqu'un que je connaissais déjà, quelqu'un que j'aimais bien. Du coup, quand Jacques Vincey, le metteur en scène, m'a appelé pour me proposer de jouer ce rôle, les larmes me sont montées aux yeux. C'est pour moi le premier contrat professionnel important, celui qui marque, celui qui compte. C'était le mercredi 5 juin 2019. Lundi 26 août, premier jour de répétition. Le rire, la joie, c'est son cheval de bataille. Arlequin, ce n'est pas un révolutionnaire. Pourtant, il opère un changement radical et calme pendant la pièce. Ça jaillit de lui, plein, lumineux. Mercredi 28 août, j'observe mes camarades de jeu faire des tentatives, prendre des risques, pour chercher une forme probante pour un potentiel épilogue, pour proposer une extension à cette pièce écrite il y a 300 ans. Si je devais sauver une réplique de cette œuvre, laquelle ce serait ? Peut-être, je ne te ressemble pas, moi. Je n'aurai point le courage d'être heureux à tes dépens. Mardi 3 septembre. La mousse blanche vient d'arriver au plateau. Nous nous amusons dedans. Et elle nous fait tousser aussi au bout de 3-4 heures de répète. Lundi 16 septembre. Pourquoi as-tu pardonné, Arlequin ? Quel est le message ? Je déteste faire la morale sur scène comme dans la vie. En fait, c'est impossible de choisir une réplique de cette œuvre. Arlequin, c'est bien plus qu'une simple réplique. Mesdames et messieurs, je vais essayer quand même de dire quelque chose.
Des figures comme celle d'Arlequin apparaissent aujourd'hui comme ridicules, dérisoires ou révolues. La gentillesse est trop souvent considérée comme un acte de faiblesse. Qu'a-t-on gardé de l'histoire de ce pauvre homme battu toute sa vie, qui, au lieu de se venger et de battre à son tour le bourreau qui l'a persécuté, lui offre la liberté et son amitié? C'est qui les Arlequins d'aujourd'hui? Pour moi, ce gars-là a du génie, de la profondeur et surtout du courage. Le courage de pardonner, le courage de rompre l'engrenage de la vengeance et de choisir la réconciliation. Le courage d'être lui-même. Je peux dire que c'est important pour lui d'être heureux, et pour moi aussi, ça l'est. Et j'ai besoin des autres pour ça. J'ai bientôt 30 ans, et je crois au plaisir et à la nécessité du changement. J'ai bientôt 30 ans. Dans 30 ans, j'aurai bientôt 60 ans. Je ne vous en dirai pas davantage.